cette première séquence de cette deuxième journée, on va vous proposer de dézoomer un petit peu. On a évidemment beaucoup parlé de logement, c'est l'objectif même du BRS. Mais là, on va voir que les OFS s'inscrivent dans un cadre plus global de réappropriation du foncier par des structures non lucratives. On va voir les autres secteurs qui peuvent être concernés, les problématiques auxquelles ils ont eux aussi à faire face et discuter des passerelles à construire entre ces différents acteurs. Pour discuter sur ce sujet, j'ai avec moi Michel Jabrin. Vous êtes bénévole actif de l'association Terre de Liens. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est cette association et comment elle fonctionne. Amélia Gustave, chef de projet recherche et prospective à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Nouvelle-Aquitaine, une région dont on a eu l'occasion de beaucoup parler hier. Cécile Hagman, directrice générale de la coopérative foncière francilienne, et Hélène Joannet, chargée d'études à l'Institut Paris Région. Le thème de cette plénière, vous le savez, c'est la propriété foncière a-t-elle un avenir? Alors ça ressemble limite à un sujet du bac. J'ai envie de vous dire, vous avez 4 heures. En fait, on n'a qu'1 heure et demie, donc il va falloir qu'on soit assez précis. La question peut-être, c'est la propriété, pourquoi faire? Si on s'interroge sur l'avenir de la propriété, peut-être qu'on peut revenir déjà sur, ça a été déjà dit hier, les OFS ne sont pas anti-propriété en tant que tel, ce n'est pas un réseau d'activistes qui voudraient révolutionner le monde, même si Cédric Van Steenwelden nous a dit qu'il était en voie de radicalisation, il nous le disait hier matin. La question, c'est effectivement, la propriété, elle peut avoir des objets multiples, et il faut d'abord le comprendre avant de pouvoir proposer peut-être des alternatives, Cécile Hagman. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça marche. Ça marche. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup. Oui, effectivement, je pense que quand on se pose la question de l'avenir de la propriété foncière, en fait, pour moi, ça pose en creux 2 questions. C'est quelle propriété? Parce que Cédric Van Steenwelden hier nous disait qu'on n'en était pas encore à la collectivisation, même s'il y pensait, il commençait à y penser. Donc il y a bien un propriétaire quelque part du foncier. La question, c'est qui et quels sont ses attendus. Et puis si on se pose la question de l'avenir, je pense qu'en fait, au fond, on se pose la question de la légitimité de cette propriété. Et donc, moi, ma manière d'interpréter la question, c'est est-ce que la propriété des particuliers, des individus, la propriété foncière des particuliers est légitime et dans quel cas? Et donc je pense qu'on est assez vite confronté, quand on se pose cette question-là, on a assez vite la phrase de Proudhon quand même qui nous vient que la propriété c'est le vol, ok, c'est hyper idéologique bien sûr, mais je pense que la propriété c'est éminemment idéologique et on a aussi assez vite derrière le fait qu'on a une grande majorité des Français dont l'aspiration, le rêve et l'aboutissement pas d'une vie, mais en tout cas d'un projet, c'est de devenir propriétaire. Et donc on oscille entre ces deux vérités, entre guillemets. Est-ce que c'est du vol ou est-ce que c'est un rêve? Et donc ça fait un peu un clin d'œil à Idéal qui a publié son atlas de l'accession à la propriété là, il y a une dizaine de jours. Donc je pense que toute personne qui veut acheter un logement, qui veut devenir propriétaire, en fait, est à la fois un habitant, potentiellement, c'est-à-dire qu'il peut être dans une logique d'habitant, il achète un bien immobilier et accède à la propriété foncière ou achète un bien foncier en vue d'y construire un logement pour y vivre et à ce titre, il répond à son besoin primaire d'habitant. Mais se cache dans tous ces individus-là, il y a un petit peu le docteur Jekyll et Mr Hyde qui se cache et qui est est-ce que j'achète pas aussi pour investir et pour capitaliser et pour pouvoir dans une logique vraiment d'investissement. Et donc on voit bien que ces 2 logiques du propriétaire habitant et du propriétaire investisseur, elles sont assez différentes. Donc la légitimité du propriétaire qui veut trouver son logement pour y vivre, je pense que ça ne nous viendrait pas à l'esprit de la contester. On est dans une société où aussi tous les mécanismes de sécurité sociale collective s'affaiblissent. On a eu l'année dernière le grand débat sur les retraites. On sait que la sécurité sociale quand même se rétrécit avec beaucoup de personnes qui réfléchissent avant de se soigner. On a un système qui est le logement social, qui est aussi un système d'assurance de sécurité sociale collective qui est aussi affaibli. Et donc, il y a une forme de valeur refuge à travers la pierre, c'est j'achète pour me protéger, me prémunir de mes risques plus tard, parce que quand j'ai remboursé mon emprunt, je suis à l'abri et potentiellement j'achète aussi pour investir et générer un revenu. Donc cette nécessité de sécurisation et ce besoin de sécurisation, il faut qu'on l'entende et il faut qu'on l'accompagne, il me semble totalement légitime.
En revanche, la logique d'investissement qui a été beaucoup soutenue par tous les dispositifs fiscaux et d'investissement locatif, qui sont quand même des systèmes où, quand on parle d'investissement, on parle de rendement, on parle de lucrativité, on parle de spéculation. Ceux-là, ils sont problématiques à plus d'un titre et ils sont extrêmement prédateurs parce qu'on a on pourrait se dire que c'est des systèmes et des soutiens à la constitution d'un patrimoine pour une grande partie des Français, mais on est quand même très vite rattrapé par la réalité que 50% des logements locatifs hors logement social sont détenus par 3,5% des ménages. Donc on est quand même sur des systèmes de concentration du capital et du patrimoine entre les mains de quelques-uns. Et par ailleurs, quand on est sur cette logique d'investissement et de rendement, on est forcément sur des logiques aussi qui posent des problèmes, y compris au territoire, sur la qualité et la production des biens. Donc, je pense que vraiment, on est sur, quand on se pose la question de l'avenir et de pourquoi devenir propriétaire, c'est fondamental parce que ça pose en fait derrière la question de quel est l'intérêt qu'on véhicule et qu'on porte, nous, opérateurs OFS, opérateurs d'intérêt général. Merci beaucoup. Amélie Gustave, pour rebondir sur ce que dit Cécile Hagman, pour vous, la question de qui doit être propriétaire, c'est une vraie question démocratique dans le prolongement de ce qui vient d'être dit sur pourquoi faire, à qui, les inégalités éventuellement de détention également, et les conséquences que ça peut avoir sur les marchés. Oui, c'est ça, on peut faire beaucoup de ponts entre ce que vous venez de dire et puis le logement individuel des personnes et puis le logement, alors moi je parle au nom du logement des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur l'inégalité de répartition dans cet accès à l'immobilier d'entreprise. Moi, la manière dont j'ai envie d'interpréter la question, c'est de qui doit être propriétaire et puis pourquoi faire, c'est qu'est-ce qui doit être préservé en collectif et donc pour être préservé en collectif, il doit être géré par une propriété collective. Et pour recontextualiser, en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est un grand ensemble dont beaucoup d'entre vous font partie, ou alors travaillent avec si vous êtes plutôt du côté de l'économie publique. Donc c'est des entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs d'activité qui prônent une autre façon de faire de l'économie. Et elles partagent des valeurs communes qui passent par un modèle de gouvernance démocratique et une recherche de bénéfices qui est mise au service d'un objet social, d'un objet environnemental ou d'un projet collectif. Donc ces principes, la non-lucrativité puis la gouvernance démocratique, c'est valable pour l'ensemble des familles de l'ESS qui sont encadrées par la loi de 2014, à savoir les coopératives que vous connaissez bien, les mutuelles, les fondations, les associations et les sociétés commerciales de l'ESS. Et donc nous, ce qu'on a étudié avec mon réseau d'appartenance nationale qui est ESS France, donc le réseau qui fédère et représente des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est la spécificité de l'approche des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans la manière de parler de la propriété foncière. Et donc ce qui est original, selon nous, c'est d'abord la lucrativité étant nulle, ça amène la perception de la maîtrise foncière comme un moyen et pas une fin, et de réaliser d'autres objectifs derrière qui vont être l'accès au logement, revitaliser les commerces de centre-bourg, faciliter l'accès des paysans à la terre, réduire les inégalités de manière générale. Et puis il y a aussi la particularité des acteurs de l'ESS quand on parle de questions foncières, d'impliquer les bénéficiaires de l'action dans l'acquisition. Donc ça peut être les bénéficiaires, si moi je parle des acteurs de l'ESS qui sont locataires des bureaux dans la gouvernance, par exemple, d'une SIC. Ça peut être intégrer les citoyens épargnants dans l'acquisition du lieu. Et donc voilà, moi ce que j'observe, c'est que les organisations de l'ESS, en fait, elles reposent la question de ce qui doit être préservé. Donc par exemple, ça va être un droit, l'accès au logement, ça va être une manière de vivre. Donc, par exemple, la vie de village doit être préservée parce que si on n'a plus de commerce, personne n'aura envie d'y vivre. Ça peut être l'accès au commerce de proximité. Et une fois qu'on a déterminé ce qu'on a envie de préserver en commun, là, du coup, on met en œuvre des moyens de gouvernance collective et on partage la propriété pour la préserver sur le long terme. Merci beaucoup. Michel Jabrin, ça vient d'être évoqué sur la question du secteur agricole notamment. La question de la propriété foncière et de la ressource foncière disponible derrière, elle est d'autant plus criante aujourd'hui au moment où on a une volonté de zéro artificialisation nette, ce qui veut dire que pour le secteur agricole que vous représentez, cette question de la ressource foncière, à qui elle appartient et pourquoi faire, elle va être d'autant plus criante. Bonjour à tous. Alors,
Moi, je ne représente pas le monde agricole. Oui, à cette table, c'est juste à cette table, un tout petit bout de ça. Mais donc, du coup, nous, on s'intéresse à la question du foncier agricole. Donc, c'est juste pour rappeler, en France, c'est un peu plus de 28 millions d'hectares, la surface agricole. Et Terre de Liens, c'est 10 000 hectares. Donc, vous voyez un peu là. Il y a une question qui est importante. Je vais revenir sur la ZAN, mais pourquoi on s'intéresse beaucoup à ça? Parce qu'aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs il baisse énormément. Il y a une concentration des terres sur des exploitations de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, il y a 20% des terres qui sont vraiment valorisées en direct par des propriétaires agricoles. Les agriculteurs ou les paysans, ils ne sont pas propriétaires en fait, souvent. Donc il y a déjà ça. Donc pour revenir à cette question, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui ont envie de rentrer dans les métiers de l'agriculture, d'être paysans. Et ils ont beaucoup de difficultés à y accéder. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, ils ont 4,5 millions de propriétaires. Et ils ont surtout des agriculteurs en place qui, eux, connaissent tous ces réseaux et tout ça. Ils ont beaucoup de mal à faire leur place là-dedans. Donc nous, on ne va pas remettre en cause la propriété telle qu'elle est, mais l'objectif de Terre de Liens, c'est d'aller vers essayer de constituer un bien commun de terres agricoles, d'en faire un bien commun, d'impliquer les citoyens là-dedans et de les préserver. Alors pourquoi, et c'est important de les préserver, pourquoi? Parce qu'on a l'illusion dans notre pays, ou même en Europe, qu'on est autonome au niveau alimentaire, qu'on a une agriculture très performante et qu'on est à peu près assuré d'avoir de l'alimentation à peu près tout le temps. Et c'est une grande illusion, elle s'est démontrée de partout. On exporte beaucoup de production agricole de luxe, du champagne. Solagro étudie ça. Si on convertit, c'est 12 millions d'hectares qui sont exportés. Mais on en importe 9 millions sur des produits essentiels, sur des légumes, des fruits, tout un tas de choses qui nous manquent. Et donc, du coup, nous, à Terre de Liens, on défend aussi un système agricole qui permette d'assurer ça. Et donc, pour nous, la préservation des terres agricoles, c'est un peu une nécessité absolue. C'est pour ça que la ZAN, la zéro artificialisation nette, pour nous, c'est une évidence. Et on était pour des positions beaucoup plus radicales au départ pour dire qu'il faut absolument protéger ces terres agricoles. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin pour d'autres choses, mais il faut en être économe absolument, quoi. Parce que notre autonomie alimentaire, elle n'est pas garantie. Ça, c'est et par rapport à la propriété, c'est de se dire, dans le monde agricole, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la terre, c'est un outil de production. C'est un outil pour faire de l'alimentation, pour produire de l'énergie. Enfin, il y a tout un tas de fonctions. Ça a aussi de grosses fonctions environnementales. La terre, le sol, c'est un stockeur de carbone s'il est géré correctement. Donc, qui est très très efficace. Ça a été démontré dans plein d'endroits. Et donc, il faut absolument garantir ça. Et donc, nous, on engage les citoyens à devenir progressivement aussi propriétaires, non pas de carrés de terre individuels, mais en mettant leur épargne dans un pot commun qui, après, permet d'acheter des terres qu'on acquiert collectivement et pour les mettre à disposition dans des conditions précises à des paysans, quoi. On reviendra dans un instant sur le fonctionnement plus détaillé de Terre de Liens. Hélène Joannet, vous êtes chargée d'études à l'Institut Paris Région. L'Institut s'est intéressé à ces questions de propriété et de maîtrise foncière. Oui, tout à fait. Pour rebondir, donc l'Institut Paris Région, c'est l'agence d'urbanisme qui intervient à l'échelle de la région Île-de-France. Pour rebondir sur l'intitulé de la table ronde, effectivement, je dirais volontiers que les questions de la propriété et de son avenir, la propriété foncière, en fait, de nos jours, se posent de façon assez, on va dire, contrainte
et en tout cas dans nos travaux, de façon contrainte et assez urgente, notamment le point de vue en fait économique de la solvabilisation des ménages, mais aussi elles émergent aussi ces questions de façon, je dirais, plus volontaire, volontariste, un peu dans tout ce qui est plutôt le champ sociétal, en fait, des liens sociaux, du bien commun, du foncier commun. Effectivement, quand on travaille sur les questions, comme je fais par exemple sur les questions d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat, en fait, il est dur d'échapper aujourd'hui un peu à deux problématiques vraiment récurrentes, insistantes. C'est la crise du logement d'une part et la question, comme vous le citiez, du zéro artificialisation. Moi, je dis le zéro. Oui, il y a un débat. Le zéro artificialisation nette, qui effectivement, à mon sens, tous les deux, en fait, posent la question, réinterrogent la question de la propriété foncière. Quand on parle de crise du logement, c'est avant tout la crise du logement accessible, abordable. Et quand on parle de zéro artificialisation nette, là, on est bien dans la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi de la renaturation, en fait, des espaces urbains et du retour à la pleine terre, à la fonctionnalité des sols. Et encore une fois, il me semble que ces deux problématiques replacent la question de la propriété foncière de façon assez centrale. De toute évidence, en tout cas en Île-de-France, quand on voit qu'un nombre croissant, une fraction toujours plus notable des ménages ont du mal à accéder à la propriété, il devient urgent en fait de se poser la question du coût du foncier, de la régulation des valeurs foncières, et on voit et du coup essayer d'imaginer des montages qui permettent justement de permettre malgré tout dans ce contexte à des ménages d'acquérir. Et là on voit bien que, en tout cas c'est ce que montre le montage du BRS, que très vite quand on raisonne sur cette thématique, la question du foncier devient assez clé, devient un rouage, un levier essentiel. Et c'est un peu le cas aussi quand on raisonne sur le ZAN, qui va logiquement engendrer un peu une raréfaction du foncier disponible, qui va engendrer sans doute un surenchérissement des prix. Du coup, la question de l'accès à ce foncier peut-être un peu plus rare va se poser, la question de l'accès va se poser de façon très aiguë en fait. Pour qui, pour quel usage, détenu par qui. Et il me semble que c'est déjà intéressant, en tout cas dans le domaine de l'urbanisme, de voir qu'il y a un peu une émergence d'une idée ancienne, mais des communs qui réapparaît, ce qu'on appelle l'urbanisme des communs. Il me semble que même que l'épisode récent du Covid, des épisodes de confinement, ont montré à quel point la possibilité d'avoir à proximité des espaces partagés, ouverts, qui seraient gérés de façon un peu plus collective, est important, provoque un vrai bien-être, disons, un cadre de vie amélioré, et qu'il y a une vraie appétence sur cette question du coup des communs, qui est une question, il me semble, on reviendra peut-être dessus, qui me semble intéressante. Mais au-delà de ces dispositifs un peu innovants, j'insisterai comme Cécile peut-être sur l'idée que l'appétence pour la propriété classique en fait reste sans doute encore viscérale. J'imagine qu'on peut supposer qu'un nombre conséquent peut-être de ménages qui acquièrent via le BRS aujourd'hui vont en profiter, entre guillemets, mettre à profit cette séquence pour épargner et puis peut-être à moyen terme acquérir de façon sans doute plus traditionnelle. Et un autre élément sur cette question de la propriété, là encore peut-être pour rebondir sur ce que tu disais au début, en tout cas il me semble qu'une des contributions du BRS, c'est aussi de réinterroger la figure, le sujet du propriétaire en fait, une nouvelle typologie de propriétaire. Et du coup, la question autour du propriétaire foncier, de son statut, de sa finalité, et puis aussi de la dimension aussi concentration ou pas, et de son ancrage au territoire sur lequel il intervient. Ça me semble un peu une thématique intéressante qui apparaît un peu plus dans la mouvance des OFS, en tout cas. Merci beaucoup. Cécile Eggermann, effectivement, le BRS est une des alternatives à la propriété classique. On en parle beaucoup depuis hier, puisque c'est les journées du réseau. On a vu que cette question du développement du modèle OFS-BRS butait quand même sur la question de la politique foncière et du coût du foncier. On a parlé aussi un peu hier déjà des publics. Il y a un atelier tout à l'heure qui parlera de la pédagogie. On voit bien que ce modèle, il est là, il émerge, il se développe, mais il reste encore un peu stabilisé. Il y avait, vous posiez une question d'ailleurs hier sur la question de quel est notre modèle, est-ce qu'il faut qu'on trouve notre propre voie. Voilà, c'est un modèle émergent et qui reste encore quand même un petit peu à construire parce qu'il se développe, mais à affiner peut-être pour que ce soit compréhensible par tout le monde complètement. Oui.
Oui, non, je suis pas gênée, mais je pense qu'autour des OFS, et Hélène, tu terminais en parlant de régulation des valeurs foncières. Et oui, je crois qu'on a vraiment besoin d'être extrêmement clair sur ce qu'est la vocation des OFS, ce qu'est la vocation du BRS, et en creux, du coup, ce qu'on ne fait pas. Et ce qu'on n'est pas amené à faire et ce qu'on n'a pas vocation à faire pour éviter justement qu'on nous demande de venir sauver un monde qu'on n'a pas les bras suffisamment musclés pour venir sauver. Donc je pense que l'OFS-BRS a été conçu comme une réponse aux besoins en logement. Enfin, vraiment une question de comment continuer à produire des logements abordables pour les ménages. Moi, j'interviens en Ile-de-France et je finis par penser que le BRS, je suis assez convaincue que le BRS n'est pas juste une question de comment on répond aux besoins d'accès à la propriété des ménages, mais vraiment comment on répond à la question du besoin en logement. Quand on a, je ne sais même plus combien on doit tutoyer le million de demandeurs de logements sociaux. Le logement social est devenu un rêve inaccessible en Ile-de-France. La propriété privée est un rêve inaccessible et ce qui reste en fait aux ménages, c'est le locatif libre qui n'est pas un rêve et qui n'est pas non plus accessible. Et donc le BRS vient proposer une offre de logement de qualité en zone tendue, en proposant aux ménages d'éviter de renoncer sur la qualité du bien pour vivre correctement. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que quand on commence à nous demander comment on vient réguler des valeurs foncières, ce qui n'était pas ta question, hein, mais ce qui est quand même aussi une question qu'on nous pose, un OFS n'est pas là pour réguler des valeurs foncières. Un OFS intervient sur un marché foncier comme tel qu'il est, achète des fonciers en essayant avec son modèle économique, les prêts de la Caisse des dépôts, les prêts d'Action Logement, ses fonds propres et sa redevance pour équilibrer tout ça, d'acheter des fonciers. Et à ce moment-là, oui, il devient un outil de régulation de ce foncier-là qui est mis sous cloche, qui est conservé, qui est sorti de la dynamique spéculative. Donc ça, c'est ça le rôle d'un OFS. Et de produire dessus des logements en sortant la valeur foncière du prix de vente. Donc je pense que c'est un point important, c'est de rappeler que nous, on est là pour produire des logements et pour sortir des fonciers des logiques spéculatives, mais on n'est pas là pour réguler des marchés fonciers et on n'est pas là pour venir contrarier des dynamiques spéculatives qui sont à l'œuvre et qui ne relèvent pas des OFS. Ça, c'est un point que je pense important. Je trouve que ce qu'il y a aussi dans le BRS qui est important sur lequel il faut insister, c'est pas tellement de la savoir est-ce que je suis vraiment propriétaire, pas vraiment propriétaire, est-ce que je vais vraiment faire une plus-value ou pas. C'est que le BRS, il propose un modèle assez différent qui s'appuie sur la solidarité. Et ce qui est quand même assez nouveau parce que tous les produits d'accession sociale étaient des produits d'accession où il y avait une volonté de la puissance publique et d'opérateurs de faire bénéficier d'un accès privilégié à un logement avec un prix plus attractif. Le BRS, en fait, ce qu'on propose à un ménage, c'est d'accéder à un logement sur lequel l'OFS, en s'engageant sur une durée longue avec les prêts de la Gaïa, avec les prêts Gaïa de la Caisse des dépôts, en gros, prend sur ses épaules l'amortissement et en lui proposant de ne payer qu'à travers la redevance que l'usage qu'il a de ce foncier, ce qui est déjà, je pense, un levier de solidarité. Mais on dit à ce ménage, vous allez rentrer, vous allez payer une redevance, donc oui, vous allez contribuer à payer ce foncier, comme celui à qui vous allez vendre vos droits réels va contribuer à payer ce foncier, et nous allons collectivement contribuer à se payer ce foncier pendant 80-90 ans, chacun son modèle. Donc je pense que ça, c'est un point important. Deuxième point important, c'est quand il rentre, en fait, il signe un contrat dans lequel il dit je bénéficie d'un effort et je m'engage à faire bénéficier de cet effort celui à qui je vais revendre avec la clause anti-spéculative. Donc je pense que ça aussi, c'est un point sur lequel il faut insister. Par-delà savoir s'il est propriétaire ou pas, en fait, il rentre dans une logique solidaire et peut-être qu'on doit être mieux capable de le valoriser, d'appuyer sur cette dimension-là. Et c'est peut-être ça la voie médiane entre le locatif social et la propriété. C'est une dimension de propriété solidaire et de temps long. Donc c'est des éléments importants. Et je pense que tout ça s'appuie aussi sur nous, OFS, et ce qu'on représente en fait dans ce modèle-là, parce que finalement, il y a déjà eu le bail à construction, il y a déjà le bail amphithéotique, il y a eu le Brilot et son succès limité. Mais donc, on a réfléchi à beaucoup de dispositifs, et ce que vient changer la dynamique OFS-BRS, par-delà le démembrement, les droits réels immobiliers, c'est qu'on crée un opérateur d'intérêt général et de temps long qui vient être garant à travers son engagement, son agrément, mais aussi son modèle politique et économique, qui va être garant de faire vivre un dispositif et de faire vivre cette solidarité
solidarité. Donc je pense qu'on porte cette responsabilité sur nos épaules de tenir cet engagement, d'être efficace socialement, efficace économiquement. Je ne sais pas si je réponds à l'intégralité de la question, mais c'est pas un examen en même temps. C'est pas très grave. Non, c'est pas un examen, c'est pas un oral. T'as raison. Mais bon, voilà. Donc c'était juste pour moi le BRS, c'est ces points-là qu'il faut qu'on réussisse à mettre en avant dans le discours qu'on porte sur notre produit. Merci. Amélia Gustave. Ce dispositif OFS-BRS, il existe sous une autre forme dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans la logique effectivement de loger les activités de l'ESS avec des foncières qui ont la bonne idée de s'appeler foncières solidaires, comme ça ne va pas du tout complexifier nos échanges. Exactement. Oui, je retrouve quelques éléments dans le côté pourquoi, l'objectif n'est pas forcément de donner l'accès à la propriété, l'objectif est de loger, là en l'occurrence c'est les structures, donc ça peut être l'association de quartier qui accueille des jeunes, ça peut être des associations culturelles, ça peut être plein d'activités. Donc les foncières solidaires, nous ce qu'on a observé c'est que le sujet, comment il nous est revenu, c'est parce que le réseau donc ESS France a une mission d'observation des besoins des acteurs de l'ESS. Ils ont aussi une mission de promotion du coup de ces modèles et enfin une mission d'accompagnement des entreprises dans leur développement. Et en fait, via les CRES notamment, les acteurs de l'ESS viennent très souvent taper à la porte en disant ma problématique numéro 1, c'est l'accès aux locaux d'activité, soit pour créer mon activité, soit pour développer. On parlait tout à l'heure ensemble d'économie circulaire. C'est des acteurs pionniers sur les questions d'économie circulaire. Ça nécessite des fonciers qui sont immenses. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à travailler là-dessus. Et on a remarqué depuis particulièrement 5 ans, alors il y en a une qui existe depuis plus longtemps, depuis 15 ans, c'est Belleville, mais sinon toutes les autres, elles ont été créées entre 2018 et 2019, un nombre de foncières solidaires, c'est comme ça qu'elles s'appellent, donc qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, qui s'est créée spécifiquement pour répondre à la question de l'accès au logement, enfin je sais pas, aux locaux d'activité plus précisément, des acteurs de l'ESS, parce que personne n'était capable de comprendre leur modèle spécifique. C'est peut-être un peu vite dit, personne n'était capable de répondre correctement à leurs attentes. Donc leurs attentes, c'était éviter d'avoir que des solutions transitoires, parce que pour la pérennité de son modèle, c'est quand même pas très sécurisant, d'éviter des blocs précaires, d'avoir une offre qui soit vraiment adaptée à leurs besoins. En l'occurrence, les structures de l'ESS ont très souvent des usages mixtes. Donc quand on leur demande, par exemple, un café culturel qui fait aussi associatif, qui fait aussi AMAP en ruralité, la configuration de ces locaux répond pas qu'à un seul usage. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que s'il y a autant de foncières solidaires qui travaillent sur les locaux d'activité dans l'ESS qui se créent, c'est qu'il y a une urgence de plus en plus prégnante dans les besoins. C'est que les besoins augmentent. Pour vous donner un exemple de la manière dont ça peut se créer et refaire le lien aussi avec l'alternative ou pas à la propriété des locaux. Un élément que je voulais préciser aussi, c'est que contrairement pour le coup aux individus, aux citoyens qui peuvent avoir une appétence pour la propriété, c'est pas le cas des structures de l'ESS. Au contraire, la plupart dans le monde associatif, elles ont une aversion au risque et à l'investissement immobilier par méconnaissance du monde immobilier qui leur semble trop technique. Mais elles n'ont pas particulièrement envie d'être propriétaires. Par contre, elles ont besoin d'être propriétaires pour sécuriser leur modèle. Et elles ont de plus en plus besoin de l'être parce que leurs modèles sont fragilisés par l'augmentation des prix. Donc l'exemple que je voulais vous donner, c'était une foncière solidaire qui est basée à Saint-Ouen, qui s'appelle La Main, qui travaille avec des acteurs culturels spécifiquement. Et alors eux, ils promeuvent l'art, la culture, l'espace comme des biens communs au service du développement des territoires, des quartiers. Et en fait, ils ont fait le constat que pour les artistes, l'occupation de leurs bâtiments outils, c'est comme ça qu'ils appellent ça, était très précaire, que du coup, ça fragilisait les conditions de travail des artistes et ça les détournait de leur objectif d'intérêt général. Du coup, La Main les accompagne à acquérir, accompagne les collectifs artistiques à acquérir ensemble des tiers-lieux culturels et à aller vers une maîtrise foncière autonome des lieux qui font déjà vivre, en fait.
Et du coup, je trouve ça intéressant. Toutes les foncières, on en reparlera après, solidaires, n'ont pas les mêmes positionnements sur est-ce qu'on accompagne les collectifs d'acteurs à la propriété, est-ce qu'on acquiert nous-mêmes la propriété pour la mettre à disposition des acteurs, est-ce qu'on fait un mix des deux en étant copropriétaire avec les acteurs de l'ESS de lieux partagés. Mais en tout cas, c'est la proposition qu'ils et elles font. Merci beaucoup. Revenons-en sur Terre de Liens, Michel Jabrin. Quand on préparait cette séquence, Cécile Hagman a eu cette expression la terre, un bien commun utile à la vie. Alors je lui ai piqué, je trouvais ça très joli. C'est effectivement l'objectif de Terre de Liens. Vous aviez un peu redonné tout à l'heure la philosophie générale qui est de dire qu'il faut redonner la terre aux agriculteurs. Concrètement, comment elle fonctionne cette foncière ? Alors, Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui est un peu complexe, on va dire. Enfin, pas tant que ça, mais bon. Donc, on fonctionne beaucoup autour d'associations territoriales qui sont basées dans chaque région. Et en fait, ce sont ces bénévoles qui sont sur le terrain et qui accompagnent des porteurs de projets, qui soit des gens qui veulent s'installer, soit des propriétaires ou des agriculteurs qui ne souhaitent pas que leurs terres partent à la spéculation foncière ou à l'agrandissement d'autres exploitations. Donc chez nous, c'est les bénévoles qui sont à l'écoute de toutes ces choses-là. C'est 300 personnes sur le territoire, c'est ça ? Au niveau des bénévoles, oui. On a 1800 sur tout le territoire français bénévoles actifs. En Rhône-Alpes, on est 180 à peu près. On est divisé en 21 groupes locaux. Et donc on accompagne d'un côté des jeunes ou des moins jeunes qui se réorientent, qui veulent être paysans, et de l'autre côté des cédants, des propriétaires, voilà. Donc ça c'est la partie qu'on va dire politique du mouvement Terre de Liens. Et donc pour pouvoir faire nos acquisitions, les installations. Moi, je me suis beaucoup reconnu dans ce que disait ma voisine, c'est-à-dire qu'on est dans un dispositif de solidarité, c'est-à-dire que pour pouvoir acquérir ces terres, on a besoin de l'épargne des gens. Donc, on s'appuie sur deux autres structures. Donc, une première qui est une société en commandité par action, qui était simple. Je vous fais grâce de la gouvernance parce que c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, les gens souscrivent des actions à Terre de Liens. Et avec ces actions, nous, ça nous permet d'acheter du foncier. On n'achète pas du foncier pour acheter du foncier. On achète à partir du moment où il y a un projet précis avec des gens. Et les gens qui vont venir s'installer sur ce foncier savent dès le départ qu'ils ne seront pas propriétaires. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans un mouvement où on retire ces terres agricoles de la spéculation, parce que ça, c'est un peu une plaie du monde agricole, où à chaque génération, du fait des transmissions familiales, de la dispersion, il faut racheter les terres à chaque fois, et c'est très coûteux. Et donc, du coup, ceux qui viennent fermier chez nous, du coup, ils développent leur activité, ils n'ont pas à se préoccuper de la charge foncière, et maintenant de plus en plus de la charge du bâtiment, ce qui n'est pas sans poser problème à la foncière, d'ailleurs. On pourra en reparler, mais... Et donc, du coup, on arrive à mobiliser. Donc ça, c'est un gros travail des bénévoles aussi, qui participent à énormément d'activités dans des salons, dans tout un tas de manifestations pour mobiliser les citoyens, expliquer ce que c'est Terre de Liens et leur faire, transférer leur épargne je vais prendre un exemple un peu, mais du crédit agricole à la foncière. Voilà, donc c'est pour pouvoir faire ça. Et le troisième outil, qui est beaucoup plus récent. Donc ça, c'est Terre de Liens a 20 ans cette année, qui est plus récent, qui a une dizaine d'années. C'est une fondation, parce qu'il nous manquait un outil pour recevoir des dons et des legs. Et donc du coup, on a cet outil-là qui nous permet de mobiliser des dons de gens qui nous font don de leurs terres, qui sont propriétaires. Ils disent moi pareil, je veux pas que ça parte et je vous le donne. Charge à vous de le gérer comme je l'entends. Ce qu'il faut rajouter, c'est que on a parlé du principe général de la protection des terres, mais nous, c'est pas dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que l'objectif, c'est Terre de Liens est né du croisement de trois choses. C'est d'un côté
la question de l'agriculture biologique, de la transmission des fermes en agriculture biologique. Donc nous, les installations, elles se font dans le cadre du développement d'une agriculture paysanne, locale et bio. Voilà, pour approvisionner, pour satisfaire aux besoins alimentaires locaux. Du croisement aussi de l'économie sociale, voilà, puisqu'on va chercher... c'est un peu vulgaire ce que je vais dire, mais on va faire les poches des gens qui ont un peu de sous pour qu'ils se mettent dans ce mouvement de solidarité. Et c'est très politique dans ce sens-là. Et de se dégager d'une propriété individuelle pour mettre dans un bien commun. Et puis le troisième, c'est l'éducation populaire, c'est-à-dire c'est de dire tous ces gens-là, on se donne aussi pour mission de leur dire comment ça fonctionne l'agriculture, comment notre alimentation, elle sort pas de n'importe où. Et aussi, c'est d'apporter beaucoup d'éléments d'information. Cette année, on vient de sortir un rapport qui s'appelle « La propriété des terres agricoles en France ». Il faut savoir qu'il n'y avait pas eu d'études sur ce sujet depuis 30 ans en France. On ne savait pas du tout comment ça se passait. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus claire. Et on sait qu'il y a beaucoup d'évolutions aussi dans cette propriété et que quand on ne s'y intéresse pas, il se passe des choses. Et aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a 14% des terres qui sont en propriété de systèmes financiers. Voilà. De grandes sociétés qui ont mis la main sur un certain nombre de terres et qui développent des systèmes agro-industriels assez conséquents, quoi. Voilà. Et donc nous, on va à l'encontre de ce modèle-là en se disant ce qu'on a besoin, c'est de beaucoup de paysans pour faire une alimentation de qualité, quoi. Voilà. Cette épargne que vous mobilisez, vous me précisiez qu'en fait, elle est non rémunérée. Oui, c'est vraiment une épargne solidaire, puisque on bénéficie, les gens qui souscrivent des actions à la foncière bénéficient d'un crédit d'impôt au moment où ils souscrivent ces actions, voilà, qui est de 9% du montant souscrit, mais c'est tout. Il n'y a pas de rémunération. Donc on est très fortement surveillé par l'autorité des marchés financiers, puisqu'on collecte. Et donc du coup, cette action, elle est... le souci de la foncière, c'est d'évaluer tous les ans quelle est la valeur du bien qu'on a, de tous ces biens qu'on a acquis pour garantir un peu la pérennité de la valeur de ces actions. Mais il n'y a pas de rémunération sur ces actions. C'est sans intérêt. Combien d'argent collecté depuis le début en 20 ans et pour quel effet ? Alors en gros, vite fait, on collecte à peu près 15 millions d'euros par an de souscription d'actions. Ce qui nous a permis... Alors aujourd'hui, au début, on ne faisait que de l'acquisition foncière, vraiment des terres. Aujourd'hui, on va vers la constitution de fermes qui soient des dispositifs viables. Et donc, on acquiert aussi des bâtiments d'exploitation et des logements. Ce qui n'est pas sans poser problème, parce que quand on devient propriétaire, on a un certain nombre d'obligations pour louer à ces fermiers, fermiers et fermières. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près, pas tout à fait la moitié, mais en gros 55% d'hommes et 45% de femmes dans les fermiers. Il faut savoir que ces terrains sont loués ensuite, après, aux porteurs de projets, avec ce qu'on appelle, c'est un bail rural environnemental, un BRE, on appelle ça. Voilà, ce bail, en fait, permet d'avoir un certain nombre de conditions environnementales qui sont négociées avec le fermier. Enfin, il y en a une qui n'est pas négociée, c'est de produire en agriculture bio labellisée. Et après, donc, on discute de tout ce qui est agroécologique sur la ferme, donc la présence des haies, des mares, enfin tout un tas de choses de ce type-là, quoi. Voilà. Merci. Pour expliquer ce qu'est Terre de Liens. Merci beaucoup. On voit que vos initiatives, elles se ressemblent, elles ne sont pas similaires, mais elles poursuivent les mêmes objectifs. La question, c'est peut-être les développements. Alors, on réfléchit en ce moment, quand je dis on, c'est le secteur réfléchit à la diversification des activités du BRS. Terre de Liens a du mal à gérer le bâti. Il y a peut-être des ponts à avoir avec eux pour que vous repreniez des fermes, pourquoi pas, je ne sais pas. C'est une suggestion que je vous fais. Voilà, on voit bien qu'il y a des choses qui émergent, des réflexions. La question peut-être, c'est l'articulation
qu'il peut y avoir entre ces différents dispositifs, les passerelles à établir entre elles, parce que finalement, vous poursuivez tous le même lien pour des acteurs différents. Le BRS, on parle aussi beaucoup du BRA, activité. Alors, ce n'est pas tout à fait le champ de l'ESS, encore que peut-être. Donc, voilà, quelle passerelle on peut imaginer pour aussi que les dispositifs ne se fassent peut-être pas concurrence sur les sujets pour lesquels ils vont être à la lisière les uns des autres? Non, c'est vrai, c'est intéressant et on se rend bien compte qu'on a, en fait, on travaille les uns à côté des autres. Alors pas forcément physiquement, je suis pas forcément certaine qu'on soit si proche que ça physiquement, mais en revanche, on voit bien qu'il y a toute l'activité ESS et dynamique ESS a quand même besoin d'être soutenue. Que on nous crée un BRS activité qui, à mon avis, alors j'ai pas épluché le décret, mais donc je pressens qu'il ne sera pas dans sa première mouture, qui ne nous permettra pas de faire énormément de choses dans sa première mouture, et que peut-être une des marches qu'on a loupées, c'est cette marche de l'ESS et de comment le BRSA peut soutenir toutes les structures et les activités de l'ESS. Donc on voit qu'à défaut, il y a toute une série de foncières, et c'est vrai que je suis assez attentive à l'activité de la foncière La Main, qui sont en train de se développer pour pallier cette carence et ce problème d'accès au foncier. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette notion de bien commun qui est revenue dans toutes nos interventions et que Renaud Père hier a aussi évoqué en propos introductifs de ces rencontres, et qui est un point essentiel de l'activité des OFS, et c'est presque un retour aux fondamentaux, et peut-être qu'en 6 ans c'était ça qu'il nous fallait pour revenir à ce fondamental-là qui est le BRS est aussi un produit issu de toute la réflexion de l'habitat participatif, et réflexion qui bien sûr se pose sur la question du bien commun foncier et de comment on sort ce foncier des logiques individuelles. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et à la question que tu me posais tout à l'heure, je pense que le modèle BRS et le modèle de développement du BRS, il n'est pas forcément, je ne sais pas s'il n'est pas si contraint. On traverse tous une crise qui nous freine, c'est certain, mais on a une capacité de développement, on a un modèle, on a tous des modèles économiques différents, mais qui nous permettent quand même d'avoir des capacités d'investissement importantes, et on s'enorgueillit dans le mode coopératif des OFS d'être un peu, enfin pas complètement, mais d'être quand même un peu affranchi des subventions publiques, et donc à travers l'emprunt et les fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, d'avoir une capacité finalement pas sans fin, mais importante d'investissement et d'acquisition. Et notre problème, c'est pas tellement d'être limité dans nos capacités d'acquisition que d'être limité dans notre capacité d'accès au foncier, dans la concurrence qu'il peut y avoir sur l'accès au foncier. Donc c'est ce besoin-là qui se fait jour. C'est comment progressivement les collectivités, tous les acteurs publics en fait s'organisent pour qu'on puisse, nous, OFS, dans un marché qui est ce qu'il est, nous positionner sur des fonciers pour développer du bail réel solidaire. Et par rapport à ce que disait monsieur, vous parliez des propriétés privées, des transmissions sur tout ce qui est habitat, enfin sur les propriétés foncières agricoles, et ça m'a fait penser à Jean Pisani, quand on a, je pense, tous lu ou presque, et qui posait cette question-là, parce qu'en fait, derrière la question de la propriété foncière, c'est la question de en quoi elle devient un frein à l'aménagement du territoire et à la réponse que nous avons tous besoin de construire sur des besoins très essentiels, qui sont des besoins de s'alimenter. Donc c'était ma petite formule que je ne retrouverai pas, mais merci de l'avoir notée. Un bien commun utile à la vie. Un bien commun utile à la vie, c'est très œcuménique. Et donc d'avoir, de se loger, de s'alimenter, de se cultiver, toutes les missions importantes. Et je crois que en tout cas, ce qui est bien, c'est de voir qu'on partage ça, et qu'il y a certainement, je ne sais pas dire quelles sont les passerelles, mais c'est sûr qu'il y en a à créer entre nous sur ce sujet-là, parce qu'on lutte tous contre ce que cette propriété foncière individuelle a comme effet délétère, avec toute cette logique un peu d'enrichissement sans cause qu'on a aussi tendance à développer, notamment dans les centres urbains, où en fait, quand on est propriétaire d'un foncier, peut-être encore plus que quand on est propriétaire d'un bien immobilier, on s'enrichit de l'investissement des autres. En fait, on s'enrichit de l'investissement de la puissance publique sur ce qui se passe autour. Donc voilà, moi c'était ça les réflexions que j'avais, et je pense qu'il va falloir qu'on améliore notre BRSA pour en faire un outil qui permettra vraiment de soutenir ces foncières solidaires qui se sont créées et qu'on n'a pas vocation à remplacer, mais sur lesquelles on doit réussir à créer des activités, des convergences d'activités.
Merci beaucoup. Amélia Gustave, sur cette convergence, sachant que du côté des foncières solidaires, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des modèles déjà différents. Autant là, de la même façon qu'on voyait hier que les OFS étaient de statuts différents et d'organisations différentes. Oui, je pense que c'est un petit peu comme les OFS INSA, c'est qu'il y a différentes philosophies d'action, une diversité de stratégies. Peut-être pour la faire courte, en fait, j'ai l'impression qu'ils rencontrent les mêmes tensions qu'ailleurs quand on est de l'ESS, qui peuvent faire un parallèle aussi avec les OFS, c'est-à-dire une tension sur le modèle juridique et financier pour remplir l'ensemble des objectifs qui se sont fixés, donc l'équilibre économique d'une part, l'objet social de l'autre, et puis l'implication des parties prenantes dans la gouvernance, qui a ajouté une troisième facette. Et la diversité de leur stratégie, ça s'illustre, alors là je m'appuie sur les travaux de Fanny Côté, qui est une doctorante CIFRE chez Plateau Urbain, donc une coopérative qui travaille pas mal sur les occupations temporaires. Elle a fait une typologie des foncières solidaires qui accueillaient les tiers-lieux en France. Et en fait, elle montre qu'ils ont déjà pas les mêmes positions sur le rapport à l'intégration d'investisseurs extérieurs. Est-ce qu'ils acceptent ou pas des investisseurs à impact, des investisseurs publics, des investisseurs privés lucratifs. Donc ça, ils n'ont pas la même façon de se positionner là-dessus. Typiquement, quand on est plutôt en métropole où les prix des actifs est très haut, l'ouverture aux investisseurs est souvent plus ouverte. Il y en a d'autres qui sont très fermés, ils n'acceptent aucun investisseur extérieur, même pas les prêts bancaires. Et puis entre les deux, il y en a qui ont des positions intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils ouvrent en fonction des projets, en faisant des levées de fonds spécifiques. Ça, c'est une des grosses différences entre les foncières. La deuxième, du coup, mais qui va un petit peu aussi avec, c'est le positionnement par rapport à la lutte anti-spéculative et la revente des biens. Il y a une tension entre ceux qui pense qu'il faut quand même acculturer, à mener, il y a un travail d'acculturation à mener sur le fait de ne pas revendre en fait. Et il y en a qui ne revendent pas, qui achètent pour mettre à disposition de collectifs d'usagers et puis qui, c'est souvent sous forme de baux amphithéotiques pendant très longtemps. Et puis il y en a d'autres qui revendent parce que pour se recapitaliser, pour pouvoir acheter plus et accueillir de plus en plus de structures de l'ESS. Donc il y a cette tension entre elles. Et puis la dernière dimension, c'est l'implication des parties prenantes. Alors vous le disiez tout à l'heure en décrivant les statuts juridiques de Terre de Liens qui sont très divers. Dans les foncières solidaires, c'est un petit peu pareil. Parfois, elles sont limitées par certains statuts, donc elles vont aller piocher dans d'autres statuts. Et en fait, ça crée des difficultés pour animer la gouvernance participative avec les bénéficiaires. Donc, soit les structures ESS qui sont accueillies dans les locaux, soit avec les citoyens qui ont décidé de s'engager en tant qu'épargnants, donc sur le projet qui est à côté de chez eux, pour lequel ils ont mis un ticket, soit dans des collectes nationales comme vous pouvez faire, mais que d'autres foncières solidaires comme Village Vivant ou d'autres font. Donc il y a l'articulation entre des épargnants, le désir d'implication d'épargnants qui sont au niveau national, qui pas les mêmes motivations que des épargnants très locaux, la question du territoire d'intervention. Et donc tout ça est dans un grand ensemble de la difficulté d'animation de la gouvernance partagée que les différents outils juridiques, techniques et financiers ne facilitent pas toujours. Et dans les points communs, en revanche, et des liens qu'il y a à faire, à mon avis, c'est qu'effectivement, en faisant la note, on a vu qu'il y avait peu d'échanges, mais par contre, il y a énormément de points communs, et notamment la capacité d'innovation en fait, sur les sujets. Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration à prendre pour les foncières solidaires qui travaillent sur l'activité commerciale, de l'expérience, l'histoire longue des foncières agricoles, des OFS. Et puis, ils portent aussi des petites innovations qui sont intéressantes. Je trouve qu'elles ont fait un gros travail sur la question des usages, donc l'urbanisme participatif, la manière dont on fait avec les usages des habitants d'un quartier, d'un bourg, pour pouvoir concevoir l'aménagement ensuite. Donc ça, il y a beaucoup de bonnes pratiques à prendre. Il y a aussi des concepts où ils remettent dans les espaces communs des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Je pense par exemple à la foncière basse commune qui travaille sur les rez-de-chaussée. Alors eux, ils promeuvent un droit au rez-de-chaussée. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est des espaces publics où les bas d'immeubles sont actifs, où en fait on a envie de vivre, de se balader, où il y a des commerces sympas, complémentaires. Donc en fait, eux, ils ont construit tout un arsenal
de baux différenciés en fonction du degré d'utilité du commerce qui est installé dans un ensemble de rez-de-chaussée côte à côte. Donc ça, c'est intéressant. Et puis je sais qu'il y a déjà des OFS, je crois que c'est M. Robana qui m'en avait parlé, qui travaillent sur la question des bas d'immeubles, de leurs bas d'immeubles, avec des collectifs de l'économie sociale et solidaire, par exemple le PTCE Tarnos, enfin, le pôle territorial de coopération économique. Et du coup, je pense que dans les points communs, et ce qui peut être intéressant à travailler, c'est, en tout cas, moi, ce que j'ai repéré, c'est le plaidoyer à faire autour de la non-lucrativité. Je pense que ça, c'est un gros point commun qu'on a tous. Donc la pédagogie à faire autour de ça, expliquer que c'est un des moyens aussi de préserver dans le temps des ressources communes. Ça a aussi des implications fiscales. Je sais que dans les foncières solidaires, ils ont des revendications sur, par exemple, le fait d'être labellisés comme les foncières agricoles, comme SIEG, donc service d'intérêt économique général, pour avoir des extensions. Mais je sais aussi que du côté des OFS, il y a des questionnements sur, comme les OFS coopératifs sont non lucratifs, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, des aménagements fiscaux à trouver. Donc il y a, à mon avis, peut-être un plaidoyer commun à porter sur ces questions de non lucrativité et pourquoi c'est intéressant dès qu'on parle de préserver des biens communs. Et puis ensuite, il y a la question de la gouvernance collective. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager, le fait d'impliquer les citoyens, les habitants dans la construction du logement, dans l'accès à la terre, dans les locaux où on travaille et les espaces de vie qu'on partage. Donc ça, c'est à mon avis deux points qu'on peut continuer à travailler ensemble. Mais bon, c'est déjà un super début que de nous avoir invités ensemble à une table ronde pour se poser la question. Merci beaucoup. Michel Japin, même question pour vous. C'était évidemment une boutade tout à l'heure sur le fait que les EFS reprennent des fermes, mais quel lien vous voyez, voilà, Cécile va aller racheter une ferme, quel lien vous voyez suite à ces échanges entre vous, avec des modèles qui sont très différents, des réseaux qui sont de tailles différentes, entre les 138 OFS, la vingtaine de foncières solidaires dans le secteur de l'ESS, vous avez un réseau de bénévoles, mais 3 structures. Voilà, comment vous pouvez envisager éventuellement de continuer le dialogue et de peut-être réfléchir à des ponts? Après, je pense que là, ce qui se passe là, ça montre qu'il y a des valeurs ou des objectifs qui sont communs un peu dans tout ça. Même si on intervient sur des secteurs qui sont différents, il y a des choses. Je pense que nous, à Terre de Liens, même s'il y a la spécificité du foncier agricole, il y a forcément des liens par rapport à la question de l'accès au foncier, à réfléchir en commun, parce qu'il y a des besoins d'un côté. Nous, on souhaite protéger les terres agricoles, mais il y a aussi des besoins par rapport à dégager du foncier pour du logement, pour d'autres choses. Moi, j'en vois une autre, c'est quand nous, on n'a encore pas trop avancé là-dessus, ça nous pose beaucoup de soucis, c'est sur le problème du bâti et du logement, parce que sur le logement, c'est pas vraiment notre fond d'activité, quoi, mais bon, par la force des choses, on se retrouve à avoir à gérer des choses, et du coup, je pense qu'il y a des idées qui commencent à monter là-dessus, sur comment on peut un peu, c'est souvent difficile, mais comment je dirais, déconnecter le logement de l'aspect vraiment ferme, quoi, sachant que naturellement ça se fait, parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des cédants qui cèdent les terres, mais pas le logement, donc on se retrouve avec des fermiers qui viennent, qui ne savent pas où se loger, donc là il y a des choses à trouver, quoi. Je pense ça montre qu'il y a... Je suis un peu embarrassé là, moi, parce que on n'a pas fait des réflexions très approfondies sur le sujet, mais là, il y a des idées, quoi, vraiment. Merci beaucoup. Hélène Joannet, ça a été évoqué, ces nouvelles façons d'envisager la propriété ou les usages. Il y a déjà des choses qui se font, alors en particulier en Ile-de-France et que vous avez pu étudier. Je pense à l'habitat participatif, ça a été évoqué, l'urbanisme transitoire, et tout ça, c'est quand même des ferments sur lesquels s'appuie le développement de ces nouvelles formes de réfléchir l'usage indépendamment d'être propriétaire ou pas. Oui, effectivement, je pense que c'est intéressant de considérer le déploiement des OFS BRS, en fait, peut-être
dans un collectif plus large, dans des tendances plus larges, effectivement, où s'impose tout de suite l'habitat participatif, puisque c'était quand même une dimension clé des community land trusts. Elle est peut-être un peu moins dans la façon dont se déploie pour l'instant, mais pas toujours les OFS et les BRS. Et je pense que c'est intéressant de faire ce lien et peut-être de le retravailler à terme. On voit que en Ile-de-France, effectivement, l'habitat participatif, c'est quand même quelque chose qui monte, qui se développe, souvent en lien d'ailleurs avec les organismes HLM, notamment les coopératives, qui a aussi une vraie appétence aussi des collectivités, en tout cas aussi pour l'intervention des organismes HLM dans ce type de montage, au motif que ça sécurise un peu le montage et ça assure la mixité de ces formes de logements innovants. Et je pense qu'il y a quelque chose, un lien à retisser et à replacer bien les OFS-BRS dans cette dimension de l'habitat participatif. Peut-être qu'à terme, si on est un peu prospectif, il y a la dimension, à l'heure où un peu nos sociétés vieillissent, on se questionne beaucoup sur la question des nouvelles formes d'habitat pour les personnes âgées. Et logiquement, il y a déjà beaucoup d'initiatives en ce domaine, mais peut-être que l'habitat participatif, pourquoi pas couplé avec l'OFS-BRS, pour proposer des formes d'habitat un peu innovants pour les personnes âgées avec plus de liens sociaux, ça pourrait par exemple être peut-être une perspective. Dans les autres modes innovants, toujours en lien avec un peu les OFS, je pense, j'ai déjà évoqué la réflexion sur les communs. Les communs, je pense que l'urbanisme des communs, c'est quelque chose d'important qui percole. On voit bien que quand on réfléchit à l'heure actuelle sur les espaces publics, il y a une démarche plus forte sur comment concevoir des espaces publics qui soient plus partagés. Déjà sur les modes de transport, c'est quelque chose qui progresse. Aussi sur les pratiques sociales, que les espaces publics soient plus ouverts pour des pratiques sociales. Je pense au traitement des trottoirs, des trottoirs ou des secteurs environnants, des écoles par exemple, toute cette démarche. Et encore une fois, plus là lié à l'habitat, tout ce qu'on appelle parfois les espaces intermédiaires, des espaces qui sont privés mais qui sont collectifs, les pieds d'immeubles, les îlots, les zones de stationnement. Là, on sent qu'il y a une réflexion sur comment faire des espaces un peu plus partagés, végétalisés, et qui apportent du coup un cadre de vie amélioré, des gains de biodiversité, et puis qui s'intègrent dans tout ce qui est raisonnement, transition écologique, îlot de fraîcheur. Donc il y a toute cette dimension. Et vous évoquiez aussi, effectivement, je pense qu'il y a peut-être un côté fédérateur de l'urbanisme transitoire, même si c'est quelque chose de transitoire, mais effectivement qui sont des espaces, effectivement, des moments d'occupation un peu intensives sur une durée courte et qui sont des lieux, des moments d'entraide, de lien social et effectivement une forte occupation par l'occupation sociale et solidaire. Et je pense que là aussi il y a un lien avec les OFS-BRS parce que c'est peut-être pas sans raison que souvent, une fois qu'on sort du transitoire et que le projet urbain se développe sur ces sites, revient de l'habitat participatif ou des quelques opérations un peu d'OFS un peu pour garder l'esprit des lieux. Donc voilà, je voulais dire qu'effectivement, les OFS, BRS, tous ces raisonnements, c'est un peu une composante d'une mosaïque un peu plus importante. Et pour les liens, je ne sais pas si juste en écoutant un peu, en réagissant à chaud, je vois un peu les passerelles entre... Il y a la passerelle de la problématique des rez-de-chaussée. On voit que rez-de-chaussée, ça vaut pour tout. C'est en général dans les organismes HLM que fait-on nos rez-de-chaussée d'activité. Ça se pose manifestement dans les BRS. Voilà, peut-être que chez vous aussi. Le lien, effectivement, il me semble en tout cas, il me semble dans le Pays Basque, il y a bien eu des fermes transformées en OFS BRS. Donc là, il y a des liens qui se font. Vous évoquiez la question de l'économie circulaire, qui est quelque chose d'assez fondamental de nos jours, pour les aménageurs, pour la construction, et qui très vite, qui est un secteur investi par l'économie sociale et solidaire, tout le réemploi, aussi par les salariés qui sont mobilisés sur ces ressourceries ou autres. Et très vite, cette question du réemploi des matériaux, de l'économie sociale, ça bute en tout cas sur la question du foncier, de l'accès au foncier. Donc là aussi, j'y vois un peu un lien, puisqu'il y a vraiment une problématique de trouver le foncier
et le foncier qui doit être un foncier de proximité, là encore. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis aussi le lien avec les... Je pense, vous avez parlé, on a parlé d'agriculture. Si on parle d'agriculture urbaine, là aussi, il y a sans doute un lien fort justement sur le portage de ces espaces qui vont se développer logiquement dans le cadre du ZAN de renaturation. On va, à l'Institut Paris Région, on a mis au point avec l'Agence régionale de la biodiversité une démarche pour identifier les territoires, les espaces qui seraient où il y aurait la plus grande importance à renaturer, compte tenu des pollutions, du cadre de vie, de l'insuffisance des espaces verts. Et très vite se pose la question, effectivement, de quel sera le portage de ces espaces dès lors qu'ils seront renaturés. Est-ce que ce seront des espaces fermés pour des raisons écologiques ou partagés? Comment ils seront gérés? Donc je pense qu'il y a un croisement avec la question d'agriculture au travers de l'agriculture urbaine, et aussi tout simplement de la renaturation, de comment seront gérés ces espaces, il me semble. Merci beaucoup. On a du temps pour recueillir vos témoignages, vos réactions, vos questions, ce que ça suscite peut-être cette idée d'avoir un plaidoyer commun pour les biens communs. Je ne sais pas si quelqu'un, monsieur... Je ne sais pas si Imed Robana, que je vois au loin, aura envie de compléter aussi l'expérience. Ça n'est pas une obligation, Imed, mais si vous voulez aussi apporter votre regard sur l'expérience qui a été faite avec l'économie sociale et solidaire. Il va s'allumer normalement. Oui, allô, ça marche, ouais. Ok, je m'entends. Bonjour, Loïc Alcaraz, directeur de la Foncière d'Haute-Savoie. Pour ceux qui ne connaissent pas la Foncière d'Haute-Savoie, j'ai pris la succession de Philippe. Par contre, il faut bien parler dans le micro. J'ai pris la succession de Philippe cette année. Vous connaissiez son franc-parler. Vous ne serez pas tranquille avec moi, je suis désolé. J'ai quelques petits, pas désaccords, mais en tout cas différents de ce qui a pu être dit, notamment sur le rôle des OFS sur le foncier. Il ne faut pas oublier que organisme de foncier solidaire, le mot central, c'est le foncier. Et que dans ce cadre-là, le BRS et le rôle des OFS sur le foncier, on a un rôle de régulateur, je le pense, parce que le BRS répond des... Oula, je suis un petit peu ému, je suis désolé. Ça va bien se passer. En plus, de me voir en grand comme ça, c'est extrêmement perturbant. Je suis désolé pour tout le monde. Merci. On a évidemment un rôle de régulateur du foncier, puisque le BRS répond des politiques locales de l'habitat, et que dans le cadre des politiques locales de l'habitat, des PLH, il y a des volets fonciers. À partir du moment où on fixera des règles sur l'implication du BRS au même titre que le logement locatif social, on sera capable d'avoir des valorisations foncières qui seront adaptées au bail réel solidaire. Également, on a un rôle de régulateur du foncier et des prix d'acquisition foncière dès lors qu'on se fixe une règle sur la redevance des ménages. Dès lors qu'on se dit mon montant d'acquisition foncière il n'est pas en fonction de l'emprunt que je vais faire, et donc je mets la redevance des ménages en fonction de cet emprunt, mais que je me dis j'ai une redevance foncière que je fixe aux ménages, et ça veut dire ça fixe le montant de l'acquisition foncière que je suis capable de faire. Donc mécaniquement, on a un rôle à jouer sur les prix de foncier, sur le foncier affecté au BRS. Dans ce cadre-là, évidemment, la CDC a tout son rôle à jouer, mais dans le cadre d'une stratégie des OFS et non pas dans la capacité d'acheter plus ou moins cher le foncier en allongeant les emprunts. Et puis, je rajoutais que la Foncière de Haute-Savoie fait aussi du démembrement dans le cadre de l'ensemble des champs de l'action foncière publique et pas exclusivement dans le cadre du BRS. Nous sommes une foncière des collectivités et non pas un OFS exclusivement. On est parti du principe que OFS, c'est un agrément et non pas une structure. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, on ne s'interdit pas d'intervenir dans le champ agricole, évidemment, dans le champ commercial aussi. Et pour nous, le BRSA, c'est un petit peu compliqué parce que comment se dire, dans le cadre des micro-entreprises avec des chiffres d'affaires plafonnés, dire à une micro-entreprise, attention, il va falloir monter votre business et en même temps acheter votre local à 150 ou 200 000 euros. Je rejoins Cécile, évidemment, il faut un petit peu retravailler le BRSA. Merci beaucoup. Avant de répondre, Madame devant, Monsieur, Christian Chevet aussi avait levé la main. La dame peut-être devant. Et il y aura un monsieur tout au fond. Oui, bonjour. Barbara Bell, donc directrice de la Foncière solidaire du Grand Lyon. Moi, je voudrais revenir sur 3 points.
Je voudrais revenir sur ce qu'évoquait Cécile, sur la mobilisation des habitants. C'est vrai qu'on a un peu... on s'en était déjà parlé l'année dernière, hein, aussi à Paris. Hein, on avait été un petit peu secoué sur cette question-là, si on se compare avec les Community Land Trust. Et donc, je pense que c'est un champ sur lequel il faut vraiment qu'on se mobilise. Et il me semble que l'épargne solidaire a un rôle à jouer dans cette mobilisation des habitants propriétaires en BRS. Et par exemple, dans le cadre de la solidarité en termes d'épargne, je vois beaucoup, nous, de ménages qui achètent des jeunes ménages parce qu'il y a aussi une solidarité générationnelle avec des parents, des grands-parents qui donnent de l'argent à leurs enfants ou à leurs petits-enfants pour constituer cet apport personnel. Et je me dis que là, on a une source très active de solidarité voilà, dans l'accession à la propriété via le BRS. Et puis peut-être que ça nous permettrait de mobiliser des moyens financiers un peu moins chers qu'actuellement. Sur la question des terres agricoles, je voudrais juste dire que pour la métropole de Lyon, elle nous a déjà interrogés, mais on ne sait pas comment se saisir de ce sujet, du logement pour les exploitants, et on ne sait pas très bien comment le traiter. Donc peut-être que c'est intéressant de se voir à d'autres occasions. Et puis enfin, un troisième point, je voudrais revenir sur ces notions de solidarité. En fait, j'ai l'impression qu'on commence à assister, enfin j'entends beaucoup parler de foncière solidaire, comme si c'était un espèce de label, comme si on commençait à avoir du solidaire washing comme on a du greenwashing. C'est un peu utilisé de plus en plus, quoi, à tort et à travers, je trouve. Et j'aurais aimé avoir votre avis. Tout le monde se revendique, y compris des fonds d'investissement, d'être des foncières solidaires. Ça m'interroge. Et ça trouble le message, je trouve. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y avait Christian Chevet juste derrière, monsieur et monsieur au fond. Oui. Bonjour, Christian Chevet, président de la coopérative foncière francilienne. Donc sur le rôle... puisque ça a été évoqué par la foncière de Haute-Savoie, est-ce que les OFS contribuent à la régularisation foncière? Oui, mais c'est pas... C'est le rôle de la puissance publique de réguler le foncier, d'intervenir pour que le foncier ne soit pas toujours un peu plus cher. Donc quand je dis puissance publique, c'est ou l'État, ou évidemment les organisations territoriales, les collectivités territoriales. Et les OFS, évidemment, s'inscrivent dans des politiques de l'habitat définies au niveau d'un territoire. Mais je pense que Cécile l'a très bien dit, il faut quelquefois... Moi, vous savez, quand j'ai demandé l'agrément pour constituer l'OFS francilien, j'ai été reçu par la DRIL. Alors la DRIL, c'est la direction de l'habitat d'Île-de-France, enfin, c'est les services de l'État, pour leur expliquer ce qu'était un OFS, parce que c'était quand même un petit peu compliqué. Et ils étaient convaincus qu'en fait, on était là aussi pour faire du portage foncier. Et on a l'impression que... c'est pour ça qu'il faut, Cécile l'a bien dit, il faut lever la confusion. Et c'est ce que je pense que ce que Cécile voulait exprimer, c'est que nos OFS n'ont pas vocation à faire du portage foncier, mais ils ont vocation à produire du logement sur des fonciers qu'on sort du champ du marché. Et chaque foncier qu'on sort du marché, c'est pour l'éternité. Et on est tous d'accord là-dessus. Donc ça veut dire que petit à petit, dans 1000 ans, évidemment, on pèsera très lourd, mais on est sur du très long terme. Et c'est ce qu'il faut intégrer dans nos réflexions. Après, je veux dire, c'est très intéressant la discussion de ce matin avec tous les acteurs, enfin beaucoup de l'économie sociale et solidaire, dont on se revendique. Parce que nous, on est coopérative et on a un modèle de gouvernance qui est tout à fait conforme aux valeurs de l'ESS, et les habitants sont présents dans notre gouvernance. Donc les locataires, enfin locataires ou propriétaires de BRS, je ne sais pas trop comment il faut les appeler d'ailleurs. Est-ce que c'est des vrais propriétaires? Est-ce que ce sont des locataires? Oui, c'est les deux, c'est hybride. C'est hybride. Je crois que c'est une propriété de nature nouvelle et c'est moderne. C'est moderne et vive les OFS. Et vive l'économie sociale et solidaire. Merci. Deux rangs derrière, monsieur, levez bien la main.
Bonjour, Patrick Sibéras de nouveau. Moi, ça m'a beaucoup intéressé l'intervention sur l'économie sociale et solidaire et sur une notion qu'il faudrait qu'on travaille je pense, dans la problématique OFS et de la propriété, c'est la question de la liberté. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vachement bien aimé chez vous, c'est pareil, je suis comme Loïc, moi je suis pétri d'émotions. Non mais on est tous faits d'émotions, c'est bien, il faut les assumer. Et non, parce que j'ai fait de la musique moi-même et donc je vois bien la main d'œuvre, etc. et tout ce qu'il y a sur Saint-Ouen. Et en fait, ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant. Il faudrait qu'on y travaille très sincèrement parce que c'est le fondamental, c'est qu'est-ce qui rend libre en fait. Et la propriété, je pense qu'aujourd'hui, dans le système de financiarisation dans lequel on est tombé, y compris dans les OFS, moi je m'oppose un petit peu à s'affranchir de la subvention, parce que pardonnez-moi, mais s'affranchir de la subvention pour se lier les mains sur 60 ans ou 80 ans, à payer 4 fois le prix Non mais à un moment donné c'est quand même ça, n'oubliez pas que la propriété, c'est basé sur les taux et c'est basé sur la dépendance. Et la dépendance a un financement. Et aujourd'hui on est très dépendant des financements, on est dépendant d'actions, de réseaux. Et moi c'est ça qui me pose fondamentalement problème. Et ça rend pas libre. Ça rend pas libre quand vous payez 3 fois le prix de votre logement, que vous avez des charges extrêmement importantes. Et il faut faire attention. Donc la propriété, pourquoi pas, je ne suis pas contre la propriété, mais la manière de le financer est extrêmement importante. Et que de temps en temps, la tentation du financier, et on le voit bien, le modèle économique même du logement social, il s'est totalement financiarisé. Il s'est même autonomisé complètement, puisque l'État a complètement abandonné le financement du logement social, hormis quelques exonérations marginales. Et ça peut être pareil sur la question de l'accession à la propriété, qu'on transfère, parce que nous, on est opérateur, qu'on soit OFS opérateur ou collectivité, alors après, il y a des modèles différents, mais c'est une forme de transfert vers le ménage. Nos problématiques financières, le bilan, il refacture la totalité des coûts et autres, certes dans un objectif d'intérêt général, mais vers le ménage. Donc plus on allonge les problématiques de dépendance financière, moins on rend libre. Et c'est une vraie question fondamentale qu'on doit se poser sur qu'est-ce que c'est que de produire du logement en propriété ou en location demain pour le progrès et la liberté, y compris de créer. Merci beaucoup. Il y avait une main levée tout au fond. Vous avez un micro. Oui, bonjour à tous et toutes. Vous avez évoqué l'habitat participatif. Et donc, je me sens autorisé à parler. Je suis Alain Bidet, je suis de l'association Habiter Autrement Auvergne et membre de Habitat Participatif France, qui est une tête de réseau avec la coopérative Oasis. Pour resituer un peu le débat, l'habitat participatif, en fait, il a été reconnu dans la loi Allure de 2014 comme une démarche permettant à des citoyens de définir, concevoir, créer et gérer leur habitat et des espaces communs. Actuellement, on recense environ 1000 projets en France d'habitat participatif, ce qui représente, et là on dépasse peut-être des fois le stade de l'expérimentation, qui représente environ 5000 logements. Alors bien évidemment, au cœur de cette démarche, il y a l'initiative citoyenne, et cela donne lieu à des projets très divers sur leur structuration, sur leur forme juridique, qui va de la SCIA en passant par des SCI, par des formes diverses de coopératives. Et il y a quand même un fond commun à tous ces projets portés par des citoyens, c'est qu'ils portent en fait des valeurs qui ont été largement évoquées au cours de ces journées, de solidarité intergénérationnelle, de résilience, d'animation des territoires, qui prend la forme des fois, y compris de mise en œuvre d'activités économiques, voire des fois agricoles. Mais il y a un paradoxe tout de suite, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces collectifs se structurent en opposition à la propriété privée sous la forme de propriété collective avec le pendant de ça, c'est-à-dire non pas la propriété d'un logement, mais un droit d'usage. Et là où je resitue le paradoxe, c'est que en fait, cette propriété collective n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue à plusieurs titres. On le voit par exemple sur les aides à la réhabilitation avec les aides de l'ANA, où l'ANA en fait refuse en grande majorité tout de suite d'aider à la rénovation des logements.
et avec les aides accordées. On le voit aussi au niveau du secteur bancaire, puisque dès lors qu'on est sur un droit d'usage, eh bien, en fait, tous les projets se voient refuser des aides au prêt immobilier de la part des citoyens et des habitants. Mais l'autre paradoxe, c'est aussi avec le BRS, puisque cette forme collective de propriété n'est actuellement pas reconnue. Et les habitats participatifs qui se constituent en tels ont aussi et également du mal à accéder à cette forme-là. Donc, vous avez évoqué le fait de faire des ponts avec des formes d'innovation. Eh bien, voilà, au nom en tout cas d'Habitat Participatif France, je prends la balle au bond et je nous invite peut-être à réfléchir à cette question-là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux demandes d'intervention ? Christian Chevet de nouveau, mais avant de passer la main, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, comme vous avez déjà posé la question. Eh bien non, allez-y, Christian. Oui, le débat est ouvert sur le... Je remercie mon ami de Saint-Malo, ou de Rennes, les deux, le breton. En fait, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'il dit. Je pense que le... Mais alors, je le remercie d'avoir ouvert le débat. Moi, je pense qu'on peut faire, et nous, on fait du BRS pas à Paris intramuros, mais en Île-de-France. Et je pense qu'on peut le faire et on doit le faire sans subvention publique, dans la mesure où le foncier, qui est, on est bien d'accord, l'affaire des politiques publiques et des territoires, doit être mis à disposition à des prix maîtrisés. Mais ça, c'est le problème de la collectivité. Mais je rappelle quand même qu'on s'adresse à des ménages qui ne sont pas des locataires HLM exclusivement, qui ont des revenus, qui travaillent, qui ne sont pas dans la précarité et qui ont les moyens de payer et de financer de façon solidaire le foncier sur 80 ans. C'est la durée des prêts de la Caisse des dépôts qui nous sont consentis. Et cette solidarité-là, moi, j'y suis très attaché. C'est-à-dire qu'on peut, la subvention publique pour le logement, elle doit prioritairement aller, et on sait qu'on en manque cruellement, vers le locatif social. Et je ne voudrais pas que le BRS capte une partie de ces subventions au détriment du locatif social. C'est pour ça que Et nous, notre modèle, il fonctionne sans subvention. Et on vend 30 à 40% moins cher que le marché privé en Île-de-France. Merci voilà, beaucoup. Je tenais à le préciser. Comme l'heure tourne, je vais redonner la parole aux personnes scènes. Peut-être déjà vous, Cécile, parce que je crois que vous vouliez réagir sur cette question de la régulation. Oui, Christian, ça fonctionne. Christian a apporté pas mal d'éléments de réponse, mais c'est vrai que moi je pense que par-delà le fait qu'on soit d'accord ou pas, je crois qu'il y a quand même quelque chose de fondamental qui nous différencie, Loïc, Patrick, c'est nos territoires. Je le rappelle, et j'ai beaucoup d'affection pour l'Île-de-France, mais l'Île-de-France n'est pas une terre de politique territoriale de l'habitat. Je vous encourage à aller chercher des PLH qui ont une politique foncière structurée. On n'en a pas. On a une métropole qui se structure à un rythme infernal. Globalement, nous sommes des acteurs qui ne pouvons pas, de manière générale, nous appuyer, sauf des cas particuliers, dont bien sûr Paris est un cas particulier, mais on a finalement très peu d'interco en Île-de-France qui soient structurés, qui aient des politiques foncières qui régulent. Et donc nous, opérateurs, on ne peut pas se prévaloir de politiques territoriales qui régulent pour nous, et nous qui intervenons déjà sur un foncier régulé. Donc en gros, en Île-de-France, si on veut faire du BRS, il faut admettre qu'on se passe sur des marchés qui sont concurrentiels, qui sont non régulés, et qu'à défaut d'avoir notre modèle économique qui pourrait peut-être être amélioré à coup de subvention, mais qui vit sans subvention, parce que par ailleurs, il n'y a pas de subvention et de politique territoriale qui subventionne l'accès au foncier, à part ce que fait la région aujourd'hui. Eh ben, on est quand même, soit on abandonne l'idée de développer du BRS quand on n'est pas un OFS de collectivité très soutenu par sa collectivité, soit on abandonne l'idée de développer du BRS avec des prix relativement bas parce qu'on irait chercher à travers des mécanismes d'arbitrage, de droit d'appui, d'ajustement, vous appelez ça comme vous voulez, un financement de la charge foncière par l'acquéreur sur les prix des droits réels. Mais nous, notre contexte, en gros, notre modèle, il répond à notre contexte et c'est ce qui nous permet de répondre à notre situation. Ce n'est pas forcément, vu de tous les territoires, idéal,
mais c'est notre réponse aujourd'hui sur notre territoire, et finalement, c'est aussi notre capacité à faire. Donc je pense que ça, c'était... il faut se rappeler ça, juste qu'on est en Île-de-France, quoi, et qu'on n'a pas les mêmes facilités, entre guillemets, sur des territoires où il y a des politiques anciennes, et tant mieux pour ces territoires-là, voilà, c'est des complémentarités, c'est des adaptations. Et tu parlais, Patrick, de liberté. Je ne suis pas sûre que la propriété d'un logement, ce soit le chemin vers la liberté. On avait une discussion assez tardive hier entre OFS sur le sujet. La propriété, c'est l'emprunt, et l'emprunt, c'est l'aliénation. Hein. Donc oui, être propriétaire, nous, la Caisse des dépôts, quand même, elle nous permet, en nous engageant sur du temps long, aussi en tant qu'OFS, à nous engager. Enfin, finalement, parce qu'on a un prêt de temps long, on est un peu obligé de tenir pendant le temps long notre engagement de solidarité. Et finalement, c'est quand même aussi une forme de rempart, même si, effectivement, on va payer 2 ou 3 fois le prix du foncier à la fin. C'est aussi une forme de rempart et de garde-fou pour les OFS. On est là pour s'inscrire dans le temps long. Et quand on en a pour 80 ans d'emprunt, bah, on est là pour 80 ans au moins, quoi. Merci beaucoup. On a vu que les messages... Hélène Jeannet, je vois que vous prenez le micro. Vous voulez réagir peut-être sur cette question de régulation et de politique foncière? Peut-être 3 éléments, peut-être par rapport même à ce qui s'est dit dans la salle. Bon, pour l'Île-de-France, effectivement, mais c'est quand même, il y a une phase de structuration forte de certaines politiques locales de l'habitat. Il y a des EPT qui sont sans doute présents ici et qui ont une vraie politique foncière dans leur PLH. Je pense que c'est, au-delà des PLH, c'est justement intéressant, ça a été dit un peu, d'insister sur le rôle des collectivités, justement, qui, désormais dans leur PLH, dans leur PLU, quand même s'emparent de ces produits innovants, de l'OFS, du BRS, vont dire des choses, vont utiliser les outils réglementaires du PLU, des emplacements réservés, des servitudes, pour dire là, ce serait intéressant de faire du BRS. On voit en Ile-de-France même certaines chartes, donc les chartes qui disent aux promoteurs, voilà, qui encadrent un peu l'action des promoteurs, aussi commencent à dire des choses sur les OFS BRS. Donc ça me semble intéressant, ce volet-là, l'action des collectivités. Par rapport à ce qui a pu être dit, on ne l'a peut-être pas évoqué, mais ça a dû être fait hier ou dans d'autres ateliers, le rôle des EPF, bien sûr. Et par rapport au portage, hein, par exemple en Ile-de-France, dans sa feuille de route stratégique, l'EPF Ile-de-France ne se positionne pas sur les questions de démembrement. L'EPF, dans son ADN, n'est pas sur de portage à très très long terme, mais néanmoins, ça reste un acteur essentiel pour céder du terrain à la demande des collectivités pour des OFS, justement, pour faire du BRS dans des opérations mixtes. Donc, ce rôle de portage par les EPF me semble important. Et puis, dernière chose, peut-être pour faire le lien un peu avec mon voisin, au sein de l'Observatoire régional du foncier, donc en Ile-de-France, ces temps-ci, il y a un groupe de travail sur la question de la régulation des valeurs foncières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est copiloté par Île-de-France Nature et que, en fait, régulièrement, on fait appel à la SAFER, à la Chambre d'agriculture ou autre, pour quelque part voir si les façons de faire dans le monde agricole, le droit de préemption avec l'impact sur la minoration de prix ou autre, pourrait inspirer le modèle plus urbain d'intervention dans la production urbaine. Donc il y a des liens qui se tissent pour aller voir si ce que fait la SAFER ou autre, quelque part, ça peut être transposé dès lors que c'est intéressant pour le modèle urbain. Merci beaucoup. Juste un mot de conclusion, Michel Jabré et Amélia Gustave, on a vu que ces passerelles, elles étaient intéressantes à creuser, qu'elles recevaient plutôt un intérêt de la salle et que ce sera sûrement des choses à nouer par-delà ces journées. Un petit mot de conclusion sur cette séquence. Moi, je ne sais pas, j'ai été interpellé par la question de la liberté sur ça. Nous, je trouve que à Terre de Liens, en tout cas, c'est un des objectifs par rapport aux gens qui s'installent. C'est-à-dire que le fait d'avoir une épargne solidaire qui vient pour l'acquisition du foncier, des charges et des bâtiments, maintenant, même d'une grosse partie d'outils de production, fait qu'aujourd'hui, on a des gens, ils s'installent, ils n'envisagent pas d'être agriculteurs toute leur vie. Ils viennent là pour 5 ans, 10 ans. Et le jour où ils veulent s'en aller, en dehors de leur ferme elle-même, ils ont au moins la liberté de dire
aux propriétaires qui a la foncière, bah là, voilà, dans 1 an, 2 ans, j'arrête. Et ils restituent et ils ont au moins cette liberté-là de dire je ne suis pas attelé, accroché, ancré à cette terre définitivement jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Enfin, je pense que c'est un des acquis qu'on amène et c'est quelque chose d'important. Voilà, je ne sais pas si je peux... Ce que je voulais dire, c'est que ce que vous citiez par rapport à la passerelle sur la régulation du foncier, je pense qu'il y a encore du travail à faire sur le foncier agricole, mais on a quand même des bases en France qui sont très sérieuses sur la régulation du marché du foncier agricole, au moins sur les prix, sur les destinations. Et c'est quelque chose qui est encore à enrichir. Il y a des lois nouvelles qu'il faut continuer d'enrichir pour éviter l'accaparement, quoi. Mais je pense que c'est effectivement, il y a peut-être de l'inspiration à trouver. Et aussi, je crois qu'il y a, par rapport à ça, pour revenir, les collectivités locales ont un très grand rôle sur la régulation du foncier. Et je pense que si les élus ne se saisissent pas de ça, enfin moi je travaille beaucoup avec des élus, c'est une faute. Parce que la terre, c'est un bien qui n'est pas renouvelable. Il n'y en a pas à disposition. Faut arriver quand même à se faire à cette idée et aller là-dessus, quoi. Voilà. Merci. Et moi aussi, j'ai envie de réagir sur la liberté, parce que ça a fait c'est peut-être un thème pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui rend libre? Ça a fait écho à un début de conceptualisation qu'a fait Fanny Côté sur le droit au choix des structures de l'ESS, c'est-à-dire soit être locataire, mais locataire avec pas dans un bail précaire, donc avec de la visibilité sur plusieurs années, avec des prix abordables et puis des locaux de travail adéquats, quoi, en bonnes conditions. Et puis le droit au choix, si on a envie d'être propriétaire, qu'on puisse être accompagné pour l'être. Et en fait, toutes les structures de l'ESS n'ont pas nécessairement envie d'être propriétaires, ce qui laisse aussi la porte ouverte, je trouve. Il n'y a pas que les foncières solidaires qui permettent l'accès des structures de l'ESS aux locaux d'activité. En fait, les collectivités, elles peuvent le faire aussi. D'ailleurs, le réseau national qui s'appelle le RTES, le réseau territorial des collectivités qui s'engagent pour l'ESS, produit un guide qui montre tous les outils publics qui existent pour faciliter l'accès des structures de l'ESS aux locaux d'activité et autres. Et puis, je voulais aussi préciser, même si elle est partie, la question, je me suis posé la même question sur le foncier solidaire washing. Je me suis posé la même question en rédigeant la note. Est-ce qu'il y a des loups dans la bergerie? Est-ce qu'il y a des structures lucratives qui s'appellent foncière solidaire? Alors, j'en ai pas trouvé pour l'instant. J'en ai pas trouvé. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est que les structures qui se disent foncières solidaires, en fait, elles ont des statuts de l'économie sociale et solidaire. Là où il y a un flou, c'est que souvent, il n'y a pas une définition juridique unique. Donc, il y a plusieurs outils juridiques qui sont mis en œuvre. Souvent, la plupart du temps, c'est une coopérative à l'origine, souvent une SIC d'ailleurs, une coopérative ou une association qui veut agir sur le sujet foncier et qui se dote d'un arsenal juridique dont les plus courants, c'est un fonds de dotation pour pouvoir recevoir les legs, ce genre de choses, et aussi souvent une société en commandité par action, dont l'actionnaire principal est souvent l'association ou la coopérative originelle. Et en revanche, la SCA, ça, c'est pas un statut de l'ESS. Donc, elles inscrivent dans leur statut les principes de l'ESS, donc la non-lucrativité et la gouvernance partagée, pour pouvoir se revendiquer société commerciale de l'ESS. Et généralement, en plus de ça, elles demandent l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, qui leur permet d'accéder souvent à la finance solidaire, à l'épargne solidaire. Donc c'est quand même assez complexe, mais pour l'instant, j'ai pas vu de structure non-ESS, c'est-à-dire majorité non lucrative, qui se revendiquait foncière solidaire. Après, ça viendra peut-être. Hein. Mais vigilance à avoir. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce matin et votre intervention. Merci à vous dans la salle pour votre participation. Tout de suite les ateliers. Non, pas tout de suite les ateliers. On vous accorde une petite pause. Les ateliers démarreront donc à 11h. Et après, par contre, la clôture sera à 12h15. Merci beaucoup.